Voilà, donc j'ai un peu des sueurs froides avec mon ordinateur. Espérons que ça va marcher. Ok, donc je commence. Écoutez, merci pour l'invitation à parler à ces journées. Donc, je vais parler aujourd'hui de, de la combinatoire des ensembles partiellement ordonnés. Et, bon, peut-être que je vais parler plutôt français. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me demander de parler anglais. Euh, voilà, donc, alors comment on change de page? C'est comme ça. Voilà, donc un ensemble partiellement ordonné, donc c'est juste un ensemble fini. On pourrait faire des ensembles infinis, mais on va parler d'ensemble fini aujourd'hui, qui est muni d'une relation d'ordre partiel. Alors, comme d'habitude, c'est une relation transitive, réflexive et antisymétrique. Donc en anglais, on dit possède, et en français, on va dire ordre partiel, pour abréger un peu. Et alors, ce que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est que c'est une notion qui est à la fois intéressante du point de vue purement combinatoire, parce que on peut s'y intéresser essentiellement d'un point de vue de théorie des graphes. C'est essentiellement une sorte particulière de graphe dirigé. Mais c'est aussi une notion qui est intéressante du point de vue algébrique, et en particulier du point de vue de la théorie des représentations. Donc on peut faire des choses très intéressantes avec les possèdes en théorie des représentations. Donc, du côté théorie des graphes, un possède, c'est juste un graphe orienté qui est à la fois acyclique et transitivement réduit. Donc, j'expliquerai un peu plus tard en détail. Et du côté algébrique, un possède, un ordre partiel, c'est juste une catégorie finie dans laquelle chaque ensemble de morphismes entre deux objets a au plus un élément. Donc, voilà, c'est une définition équivalente, mais beaucoup plus algébrique. Et donc, les ordres partiels sont à la fois des objets relativement concrets, des graphes, et donc on peut penser à des algorithmes pour résoudre des problèmes discrets sur ces graphes. Mais c'est aussi des entités algébriques, donc une intégration très riche et essentiellement riche que n'importe quelle algèbre associative. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples. Hein, donc, alors, je ne sais pas si vous avez un exemple d'ordre partiel en tête dans votre domaine, mais il y a beaucoup d'ordres partiels intéressants dans tous les domaines des mathématiques. Voilà. Alors, quelques mots sur le côté théorie des graphes. Donc, les graphes orientés qu'on considère, donc, qui sont acycliques et transitivement réduits, on appelle ça des diagrammes de Hasse. Alors, acyclique, ça veut dire qu'il n'y a pas de cycle orienté. Et transitivement réduit, ça veut dire qu'il n'y a pas de situation où on a à la fois une flèche de x vers y et une flèche de y vers z, et aussi en même temps une flèche qui va directement de x vers z. Et donc, si on a un ensemble partiellement d'un ordre partiel, P, son diagramme de Hasse, on le construit en prenant comme sommet du graphe les éléments de l'ordre partiel. Et les flèches du diagramme de Hasse sont les relations de couverture dans l'ordre partiel. Alors, une relation de couverture, c'est juste une relation, c'est juste une paire d'éléments qui sont comparables, donc x plus petit que y, mais tout élément qui serait intermédiaire entre x et y est soit égal à x, soit égal à y. Donc, il n'y a personne strictement entre x et y. C'est en quelque sorte les relations de couverture minimales, les relations minimum dans l'ordre partiel. Alors, j'ai choisi ici de prendre la convention exacte sont dans l'ordre décroissant pour que la pointe de la flèche soit dans la même direction que l'inégalité dans la relation d'ordre. C'est une convention qui est facile à retenir du point de vue visuel. Voilà, donc ça, c'était le point de vue diagramme de Hasse.
Et dans l'autre sens, si on a le graphe acyclique et transitivement réduit, donc le diagramme de Haas, on peut retrouver la relation d'ordre. Donc les éléments de la relation d'ordre, c'est juste les sommets du diagramme. Et puis évidemment, la relation d'ordre est donnée par l'existence d'un chemin. Donc x est inférieur ou égal à y, c'est seulement si un chemin dirigé qui va de y vers x. Donc cette opération-là est comme en quelque sorte une opération de clôture transitive sur les graphes dirigés. Voilà, donc ça c'est des choses très élémentaires. Donc voilà juste un petit exemple. Alors, tous les exemples que je vais donner sont faits en sage. Donc voilà un exemple de possède d'ordre partiel avec 5 éléments, 0, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 relations de couverture. Donc ce que j'ai dessiné ici, c'est le diagramme de Haas. Donc il y a 5 relations de couverture qui sont ces 5 arêtes. Et au total, il y a 13 relations. Donc il y a 5 relations de la forme x plus petit que x. Il y a les 5 relations de couverture. Et puis il y a une relation du type 4 plus petit que 2, 3 plus petit que 0 et 4 plus petit que 0. Donc, au total, il y a 13 relations. Donc, voilà, c'était un exemple. Alors, un point de vue, une façon de voir ces objets d'un point de vue plus algébrique, c'est de leur associer une catégorie. Alors, en fait, c'est une petite catégorie, c'est même une catégorie finie. Donc, c'est une catégorie avec un ensemble fini d'objets, et pour chaque paire d'objets, un ensemble fini de morphisme entre ces deux objets. Alors, je vais l'appeler 4 de P. Et la définition, bah, c'est assez relativement simple quand même. Donc, les objets, c'est les éléments de P, c'est-à-dire c'est aussi les diagrammes les sommets du diagramme de Haas. Et puis, on a un morphisme de X vers Y, si et seulement si. Alors, OK. Donc, l'ensemble des morphismes de X vers Y, soit il a un unique élément si X est plus grand que Y, soit il est vide sinon. Et il y a encore une histoire de convention. Donc ici, les morphismes suivent les flèches. Donc ils vont aussi de manière décroissante dans l'ordre partiel. Alors pourquoi ça donne une catégorie? Donc je ne sais pas si vous avez en tête les axiomes de catégorie. Donc il faut qu'il existe une identité pour chaque objet. Donc ça, c'est la réflexivité qui donne ça. Ensuite, il faut qu'on puisse composer les morphismes. Et ça, c'est la transitivité de l'ordre partiel qui nous dit que si on a un morphisme de X vers Y, puis un morphisme de Y vers Z, alors on a que X est plus grand que Z, et donc on peut composer bien un morphisme de X vers Z. Et puis ensuite, il y a le reste des morphismes, le reste des axiomes de catégorie qui sont très clairs à cause du fait qu'on a au plus un morphisme. Donc là où on a besoin d'avoir des égalités entre morphismes, elles sont forcées par le fait qu'on a un seul morphisme. Voilà, donc ça c'est la catégorie associée à un possède et je vais m'en servir plus tard. Alors juste pour illustrer concrètement, voilà encore le même exemple. Donc ici, on n'a pas de morphisme de 1 vers 2 parce qu'il n'y a pas de chemin qui va de 1 vers 2 et que 1 n'est pas comparable à 2. En fait. Donc il n'y a pas non plus de morphisme de 2 vers 1. Donc les hommes sont vides. Par contre, on a un morphisme de 2 vers 4 parce qu'il existe un chemin de 2 vers 4. Mais on a aussi, alors il faut voir aussi que entre 0 et 4, on a un unique morphisme alors qu'il y a deux chemins. D'accord? Donc la petite subtilité, c'est que même quand on a plusieurs chemins, on a un seul morphisme. Pardon. Donc, alors, quelques choses élémentaires qu'on peut faire avec des possèdes, donc avec des ordres partiels. Donc, la première chose, c'est qu'on peut parler d'isomorphisme entre ordres partiels. Alors, la définition la plus simple, c'est un isomorphisme entre les diagrammes de Haas vus comme graphe orienté. Et donc, une première question fondamentale, c'est si on a deux possèdes, est-ce qu'on peut tester l'isomorphisme de manière efficace? Et évidemment, un premier point de vue, c'est de regarder simplement de voir ça comme
un cas particulier de la question générale d'isomorphisme entre graphes orientés. Bon. Et ensuite, quelques opérations sur les possèdes. Donc, il y a ce qu'on appelle le possède dual ou le possède renversé. C'est simplement, on prend le diagramme de Haas et on retourne toutes les flèches. Ou alors simplement, autrement dit, on prend l'ordre partiel et on retourne la relation d'ordre. On échange être plus petit et être plus grand. Donc, c'est une involution. Ensuite, il y a l'union disjointe. Bon, donc ça, on prend l'union disjointe des diagrammes de Haas. C'est une opération où le possède vide et l'élément neutre. Et l'opération la plus importante, peut-être, c'est le produit cartésien de P et Q. Donc, c'est aussi un produit des diagrammes de Haas comme graphe dirigé. Voilà, j'ai donné la définition ici. Donc, on prend l'ensemble sous-jacent, c'est les paires d'éléments de P et de Q. Et la relation d'ordre, c'est que deux paires sont comparables si et seulement si les premières composantes sont comparables et les secondes composantes sont comparables. Les premières dans P et les secondes dans Q. Et là, le neutre pour cette opération de produit cartésien, c'est n'importe quel possède qui a un seul élément. Donc, si vous prenez, par exemple, deux ordres partiels qui sont juste des ordres totaux, donc le diagramme de Haas c'est une chaîne, on obtient le produit est une sorte de grille. Voilà. Alors, les questions naturelles qu'on peut se poser avec ces opérations, est-ce qu'un possède est isomorphe à son possède dual? Donc, on appelle ça un possède autodual. Et une autre question, c'est est-ce que le possède peut se factoriser en quelque sorte? Donc, est-ce qu'il est isomorphe à un produit cartésien de possède plus petit? Et donc, on peut appeler ça un possède décomposable. Alors, d'une manière générale, ces trois questions, on peut les résoudre en utilisant les algorithmes généraux pour les graphes dirigés. Et la question que je me pose est sans avoir vraiment de réponse claire. Alors, je ne suis pas sûr que ça a été vraiment déjà considéré. Je n'ai pas de certitude sur ce point-là, mais on pourrait se demander s'il n'y a pas des algorithmes plus spécifiques qui soient plus efficaces pour ce cas particulier, donc qui marchent mieux, qui ne s'appliquent qu'au possède et qui marchent mieux, peut-être avec une meilleure complexité. Donc, je connais quelques articles sur le sujet, mais assez peu, en fait. Donc, je n'ai pas l'impression que ça a été très exploré. Voilà, donc ça, c'était une question très générale. Alors, je vais faire une sorte de petite parenthèse sur le côté visualisation. Donc, notre cerveau, il est câblé pour voir les objets et essayer de reconnaître des motifs dans les objets. Donc, c'est assez important de bien visualiser les ordres partiels. Alors, évidemment, on peut prendre les algorithmes généraux de visualisation des graphes dirigés, donc les algorithmes avec des ressorts, ou les algorithmes de dessin planaire, où on peut dessiner en 3D et projeter, et appliquer ça au diagramme de Haas. Alors, ce n'est pas toujours très satisfaisant parce que cette visualisation ne permet pas de voir vraiment bien l'ordre partiel. Et en fait, une façon de voir l'ordre partiel, c'est d'avoir une sorte de fonction de hauteur. Donc, bon, pour illustrer le fait que ça ne marche pas toujours très bien, je vais donner dans la diapositive suivante deux exemples. Donc, deux façons dont on prend on prend un ordre partiel avec 14 sommets, qui est tri Tamari. Et le premier dessin, c'est ce que fait Sage pour dessiner un ordre partiel. Et donc, ce que fait Sage, c'est de découper en tranches horizontales et de dessiner l'ordre partiel de façon croissante. Donc, il y a le minimum en haut, le maximum en bas, en l'occurrence, avec mes conventions. Donc, ça marche raisonnablement, on va dire, mais alors l'autre dessin, c'est le dessin où j'ai juste pris le diagramme de Haas et j'ai fait le dessin de diagramme de Haas en tant que graphe dirigé. Et là, on voit d'une certaine façon, c'est un peu plus joli, où on voit une sorte de solide, de polyèdre, si on regarde ça un peu en 3D. Mais l'ordre partiel est beaucoup moins clair, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où est le maximum, où est le minimum. Il faut chercher, le minimum est là, et le maximum, il est quelque part de l'autre côté, ici.
Voilà, bon, donc c'est pas très satisfaisant. On aimerait bien avoir les avantages des deux points de vue et on n'a pas vraiment de très bonne visualisation des ordres partiels. Bon, voilà, c'était plus une parenthèse qu'autre chose. Alors, voilà, donc maintenant je vais rentrer un peu dans ce qu'on fait avec les ordres partiels. Donc, un des usages importants des ordres partiels en mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'inversion de Möbius. Et donc, il y a ça utilise la fonction de Möbius associée au poset. Donc, l'idée, c'est que si on a des fonctions qui vont de l'ordre partiel vers un anneau R quelconque, et si on définit, si la fonction f est définie en quelque sorte comme une fonction sommatoire de la fonction g, donc si f, c'est la valeur de f en un élément x, c'est la somme sur les éléments y plus grand que x de la valeur de g sur y. Donc, bon, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. On veut faire une somme sur les éléments plus grands, et voilà. Alors ça, c'est équivalent, donc on peut voir ça comme une sorte de transformation, au sens de transformation de Laplace, Fourier ou autre transformation, qui transforme G en F, et la transformation inverse qui permet de retrouver G si on connaît F, elle utilise des coefficients qu'on appelle mu de xy, donc c'est aussi la somme sur les y plus grand que x de mu de xy, f de y, et mu c'est une fonction qui prend deux éléments du poset et qui aboutit dans les entiers positifs ou négatifs et qu'on appelle la fonction de Möbius. Cette fonction de Möbius, elle est unique. Elle est déterminée par la propriété que j'ai écrite ici, donc qui n'est pas forcément très important de regarder en détail cette propriété. Mais enfin, voilà, cette propriété caractérise la fonction de Möbius. Et juste pour donner un exemple, si on prend comme ordre partiel, si on prend les sous-ensembles d'un ensemble fini pour la relation d'inclusion, alors la fonction de Möbius prend des valeurs plus ou moins 1 ou 0. Et si on a S inclus dans T, la Möbius de S et de T, c'est moins 1 puissance le cardinal de la différence. Et en général, les valeurs de la fonction de Möbius sont des entiers quelconques, peuvent être assez compliqués. Voilà. Bon, pas de questions. Donc, un point de vue que j'aime bien sur l'inversion de Möbius, c'est de voir ça en termes d'inversion de matrice, parce que je trouve que c'est assez parlant. Donc, pour ça, on a besoin de choisir une numérotation du poset des éléments de l'ordre partiel par des entiers entre 1 et le cardinal. On peut choisir cette numérotation, on va la choisir, on veut que cette numérotation soit croissante le long du poset. Et en fait, il y a toujours au moins un tel choix, et en général, il y a beaucoup de numérotation croissante d'un ordre partiel. Bon, une fois qu'on a choisi une telle numérotation, en fait, on peut faire une matrice qui code la relation d'ordre, et simplement, le coefficient de m en position x, y, ça vaut 1 si x est plus petit que y, et 0 sinon. Donc c'est une matrice avec que des 1 et des 0. Elle est triangulaire supérieure à cause de ce choix de numérotation des éléments, de manière compatible avec l'ordre. Et évidemment, elle a des 1 sur la diagonale à cause de la réflexivité de l'ordre partiel. Et alors à ce moment-là, la matrice de Möbius, dont les coefficients sont les nombres de Möbius, c'est juste l'inverse de cette matrice. Donc j'ai écrit ici donc c'est une matrice qui est également triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale, mais dont les coefficients au-dessus de la diagonale sont des entiers relatifs quelconques. Donc l'exemple pour le poset en forme de pentagone que j'avais écrit au début, donc à gauche on a la matrice qui encode le poset, donc simplement les 1 nous disent si x est plus petit que y ou pas. Donc là on a des zéros parce qu'on a des éléments qui étaient incomparables, donc la relation d'ordre n'a pas lieu. Et ici on a l'inverse, donc
On voit que les nombres de Möbius sont des -1, des 0, des 1 dans ce cas particulier. Voilà, donc c'est un point de vue matriciel sur l'inversion de Möbius. Très bien. Alors maintenant, je vais... Bon, donc, jusqu'à présent, c'était des choses assez, je pense, assez connues et très classiques sur l'inversion de Möbius, donc sur les possèdes. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le côté théorie des représentations, côté algébrique, qui est peut-être moins connu. Alors, je vais parler de l'algèbre d'incidence d'un ordre partiel. Alors, on peut voir ça comme une autre façon de penser à la matrice de Möbius ou à l'inversion de Möbius. Et on va définir une algèbre associative. Donc, bon, il faut choisir un anneau de base. Alors, on peut prendre les rationnels ou les entiers. Et donc, on va définir une algèbre associative que j'appelle I de P sur cet anneau. Donc, elle a une base. Donc, on prend le module libre qui a pour base les B indice x, y, à chaque fois qu'on a x plus petit que y. Donc, pour chaque paire x, y avec x plus petit que y dans P. Et là, il faut voir qu'on prend bien toutes les relations et pas seulement les relations de couverture. Donc, dans l'exemple du pentagone, on va prendre 13 éléments de base. Et une façon de penser, c'est de penser à B de xy comme étant n'importe quel chemin de y vers x dans le diagramme de Hasse. Ou alors comme étant l'unique morphisme de y vers x dans la catégorie associée à l'ordre partiel. Et alors le produit, donc le produit de bxy par bzt, donc ça veut dire bzt c'est un chemin de t vers z et yx c'est un chemin moralement de y vers x. Et donc on va dire que le produit, c'est si on peut raccrocher ces chemins, donc si y égale z, alors le produit c'est un chemin de t vers x, donc c'est bxt, c'est 0 sinon. Donc vraiment c'est le produit est en quelque sorte la composition, la concaténation des chemins dans un graphe dirigé, sauf que si on a plusieurs chemins qui vont du même endroit au même endroit, on les considère comme équivalents. Donc ça donne une algèbre de dimension finie, qui est une algèbre associative. Et la dimension de cette algèbre associative, comme on a pris les B de xy comme une base, la dimension, c'est le nombre de paires d'éléments comparables. Et cet entier est un invariant numérique de l'ordre partiel, qui est un invariant numérique très important, enfin, très simple, mais central, qui est invariant sous la dualité, évidemment, et aussi multiplicatif quand on prend un produit cartésien. Voilà, donc ça, c'est une première description de l'algèbre d'incidence. Alors, je vais donner d'autres descriptions alternatives de cette algèbre d'incidence pour qu'on voit bien ce que c'est. Donc, on peut y penser aussi, alors c'est une autre manière d'y penser, c'est comme une sous-algèbre de l'algèbre des matrices triangulaires supérieures, donc à coefficients dans l'anneau qu'on a choisi. Et c'est les matrices triangulaires supérieures qui ont des coefficients non nuls en position x, y, qui peuvent avoir un coefficient non nul seulement si x est comparable à y. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits, à chaque fois qu'on a x et y qui ne sont pas comparables, on force un 0. Donc là, dans l'exemple du pentagone, il y a deux paires d'éléments qui ne sont pas comparables, et donc on a deux zéros qui sont forcés. Alors il faut se convaincre que c'est bien stable par le produit. Bon, c'est une propriété assez claire, en fait. Et donc, voilà, c'est une autre description de l'algèbre d'incidence. Et la fonction de Möbius, dans cette description-là, c'est juste l'inverse dans cette algèbre de l'élément qui est juste la somme, qui est, de certaine façon, on a des 1 partout dans cette description, donc qui est juste la somme des éléments de base dans la description précédente. Cet élément, on l'appelle parfois l'élément de zeta. Alors, la terminologie de zeta et Möbius, c'est inspiré par le cas de l'ordre partiel formé par les entiers positifs pour la divisibilité. Et je ne vais pas dire grand-chose de plus sur cette... Pourquoi en tout cas, Möbius et zeta viennent des fonctions Möbius et zeta de la théorie des nombres.
Alors évidemment, c'est très loin, c'est devenu tout à fait autre chose dans ce contexte. Voilà, donc je pense que oui, alors un problème assez important, assez central dans la théorie des ordres partiels, du point de vue algorithmique, c'est de calculer la fonction de Möbius. D'après ce que je viens d'expliquer, un algorithme relativement naïf, c'est de prendre la matrice qui encode l'ordre partiel et de l'inverser. Alors, on peut faire ça brutalement en utilisant tout simplement les algorithmes très rapides qui font de l'algèbre linéaire sur les entiers, toutes les librairies très sophistiquées qui font ce genre de calcul. Bon, alors en fait, c'est une matrice triangulaire supérieure, donc on peut sans doute être un peu plus malin et utiliser le fait que c'est une matrice triangulaire supérieure pour être encore plus efficace. Et bon, mais ça paraît un peu, utiliser une enclume pour pas grand-chose. Alors, une question sur les bornes de la taille des valeurs prises par la fonction de Möbius. À ma connaissance, pas vraiment. Donc, les valeurs prises par la fonction de Möbius, elles ont une interprétation topologique. Donc, si on a un ordre partiel, on peut faire un espace topologique. Donc, c'est quelque chose comme la dimension des groupes d'homologie de l'espace topologique associé au coset. Je ne sais pas si, à ma connaissance, je ne connais pas de borne. Il y a des sous-ensembles, enfin, il y a des classes de possède avec des propriétés supplémentaires où on sait que c'est plus ou moins 1, par exemple. Bon, voilà. Si on rajoute des hypothèses, on peut dire des choses, mais en général, je ne sais pas. Voilà, donc pour revenir aux algorithmes, donc il y a les algorithmes matriciels qui paraissent un peu trop lourds pour une chose aussi simple, et puis il y a des algorithmes beaucoup plus, on pourrait qualifier d'algorithmes de théorie des graphes qui consistent simplement à faire des inductions sur l'ordre partiel et qui marchent bien, et qui sont assez rapides. Donc, je ne sais pas vraiment, alors j'avoue que je n'ai pas vraiment creusé la littérature, je ne sais pas vraiment s'il y a eu des études théoriques sur le calcul efficace dans l'algèbre d'incidence et qu'il y a des algorithmes spécifiques et optimaux pour calculer la fonction de Möbius ou faire des calculs dans l'algèbre d'incidence. Donc, je ne sais pas trop si ça existe ou pas. Donc, voilà. Alors, un dernier point de vue que je vais utiliser pour parler de représentation juste après, donc c'est le point de vue où on utilise le diagramme de Haas pour parler de l'algèbre d'incidence. Donc, jusqu'à présent, on parlait de l'algèbre d'incidence en utilisant la relation d'ordre, mais le diagramme de Haas est une façon agréable d'en parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les chemins, donc des combinaisons linéaires de chemins dans le diagramme de Haas. Et modulo la relation d'équivalence, deux chemins sont égaux s'ils ont le même début et la même fin. Donc si on a deux points avec x et y, avec au moins un chemin de x vers y, tous les chemins de x vers y sont identifiés. Et le produit, il provient de la concaténation des chemins. Donc il passe au quotient par cette relation d'équivalence. Et donc, voilà, donc c'est évidemment la même description, mais c'est un point de vue qui va permettre de décrire les représentations d'une façon plus agréable. Et évidemment, les classes d'équivalence correspondent aux éléments de base B de XY que j'avais donnés dans la description précédente de l'algèbre d'incidence. Voilà, donc c'est une description en termes du diagramme de Haas, en termes de chemin dans le diagramme de Haas. Voilà, donc maintenant, il est temps de passer à la théorie des représentations d'un ordre partiel. Alors, la façon la plus simple de dire, c'est on a une algèbre d'incidence. On a l'algèbre d'incidence qui est une algèbre associative sur un anneau. Donc, on peut parler des modules sur cette algèbre d'incidence. Alors, je vais parler des modules sur l'ordre partiel, mais ça veut dire module sur l'algèbre d'incidence. Donc, c'est une catégorie. On va regarder les modules de dimension finie. Hein, on ne va pas faire des choses de dimension infinie. Et la catégorie des modules de dimension finie sur un ordre partiel, c'est une catégorie abélienne. Donc, c'est vraiment une catégorie
standard du type de celles qu'on regarde en théorie des représentations, avec les noyaux, les conoyaux, les suites exactes courtes, et toute la situation habituelle de la théorie des représentations. Un point de détail, c'est qu'on pourrait se demander est-ce qu'on va préférer garder les modules à gauche ou les modules à droite. Alors en fait, c'est exactement la même chose, parce que les modules à gauche sur l'algèbre d'incidence de P, c'est exactement les modules à droite sur l'algèbre d'incidence du poset opposé. Donc, quitte à passer au poset opposé, on peut choisir de... Je ne sais pas très clair quel côté est le plus agréable, et on peut choisir, disons, les modules à gauche. Et on va se contenter de garder les modules à gauche. Alors, un point de vue alternatif sur donc c'est de dire, je vous avais introduit la catégorie associée à un poset, donc il se trouve qu'on peut montrer, alors c'est pas compliqué du tout, que les modules sur l'algèbre d'incidence, c'est la même chose que les foncteurs de cette petite catégorie 4 de P vers la catégorie des R modules. Donc, bon, c'est un point de vue très abstract nonsense, si on veut. Donc, c'est une catégorie de foncteurs qui est équivalente à la catégorie des modules sur l'algèbre d'incidence. Alors, ce point de vue présente l'avantage qu'on peut changer la catégorie. Donc, la catégorie de départ, c'est associée au poset. Et la catégorie d'arrivée, c'est la catégorie des R modules. Donc, on peut changer la catégorie d'arrivée pour la remplacer par n'importe quelle catégorie abélienne. Donc, par exemple, des complexes de chaînes, des structures de Hodge, des faisceaux, toutes les catégories abéliennes les plus sophistiquées qu'on veut, on peut regarder des représentations du poset dans n'importe quelle catégorie abélienne. Alors, un petit mot d'histoire. Donc, les représentations des algèbres d'incidence. Donc, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'articles sur cette question-là. C'est évidemment un sujet que les gens connaissent. Donc, une des premières références, c'est une thèse de 1975 qui regarde ces représentations d'ordre partiel et qui cherche à classifier certaines représentations. Ce n'est pas un sujet qui est mainstream en théorie des représentations, je dirais. C'est un sujet qui existe, mais qui n'est pas très, très actif, avec assez peu d'articles. Voilà. Donc, maintenant, le point de vue que j'aime le mieux sur les représentations, c'est le point de vue qui utilise le diagramme de Haas. Et donc là, je vais encore définir un troisième point de vue sur cette même catégorie de modules sur l'algèbre d'incidence. Donc, il y a les modules sur l'algèbre d'incidence, les foncteurs depuis la catégorie du poset. Et le troisième point de vue, c'est une sorte de décoration du diagramme de Haas. Donc, une représentation du diagramme de Haas. Donc, on décore chaque sommet du diagramme de Haas par un espace vectoriel. On décore chaque arrêt du diagramme de Haas, donc chaque relation de couverture par une application linéaire. Et ça, c'est la donnée. Et cette donnée d'un espace vectoriel pour chaque sommet et d'une application linéaire pour chaque flèche doit vérifier la relation qu'on peut qualifier de relation de commutation, qui dit que pour deux chemins, pour tout xy et pour deux chemins quelconques de xy, les applications linéaires associées à ces deux chemins sont égales. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application linéaire associée à un chemin? C'est simplement la composition des applications linéaires associées aux étapes du chemin, donc aux flèches dans ce chemin. Donc, alors je vais donner un exemple juste après. Donc, voilà, pour que ça soit une catégorie, il faut aussi définir les morphismes dans cette catégorie. Donc, les morphismes sont des collections d'applications linéaires, un pour chaque sommet, qui font en sorte que le diagramme qu'on peut faire avec deux données comme ça, plus la donnée d'un morphisme, forme un diagramme commutatif. Donc, peut-être que j'aurais dû détailler plus. Je vais donner des exemples
Encore une fois, c'est juste un point de vue très concret sur qu'est-ce que c'est qu'une représentation du possède. Donc, c'est vraiment, on peut y penser comme une sorte d'incarnation du possède dans la catégorie. C'est-à-dire chaque sommet s'incarne dans un espace vectoriel. Chaque flèche du diagramme de Haas s'incarne dans une application linéaire. Et voilà, ça doit vérifier que c'est bien, que ça commute bien. Alors, V, le passage, oui, la correspondance entre les points de vue. Donc, effectivement, le point de vue module, le V, ça va être la somme directe de tous les Vx. Et réciproquement, si on a V, on peut retrouver les Vx en utilisant des idempotents dans la gêne d'incidence. Donc, voilà. La correspondance entre les trois points de vue n'est pas compliquée. Je n'ai pas voulu la détailler spécialement, mais c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, bon. Voilà, donc quelques exemples de représentation. Alors, je prends le troisième point de vue, c'est-à-dire je dis je veux décorer les sommets par des espaces vectoriels et les flèches du diagramme de Haas par des applications linéaires, de telle manière que tout commute bien. Alors, le premier exemple, si on choisit un élément du possède, il y a ce qu'on appelle le module simple associé à cet élément. Donc, simplement, on va mettre un espace vectoriel de dimension 1. Je n'ai pas mis, mais j'aurais dû le mettre. Un espace vectoriel de dimension 1 en ce sommet particulier et des espaces vectoriels de dimension 0 partout sur tous les autres sommets. Et du coup, toutes les flèches ne peuvent recevoir que des applications linéaires nulles. Et donc, évidemment, la condition de commutation marche automatiquement. Donc, ces modules simples sont vraiment sont des objets très petits, juste la somme des dimensions des espaces vectoriels, c'est 1. Il y a juste un endroit où il y a un espace vectoriel de dimension 1. Ensuite, il y a les modules projectifs et les modules injectifs. Donc, c'est essentiellement la même chose, mais dans deux directions différentes. Donc, c'est pareil, on choisit un élément x de l'ordre partiel et on va mettre un espace vectoriel, alors, oui, une copie de l'anneau, si on veut, ou un espace vectoriel de dimension 1 sur tous les sommets qui sont plus grands que le sommet choisi, que le sommet x. Donc, on décore tous les sommets plus grands que x par un espace vectoriel de dimension 1 et tous les autres par un espace vectoriel nul. Et ensuite, les applications linéaires, soit elles relient deux sommets avec un espace vectoriel de dimension 1, auquel cas on peut mettre l'identité entre ces deux sommets, soit il y a au moins un espace vectoriel nul, auquel cas on met 0. On n'a pas le choix, on est forcé de mettre 0 comme application linéaire. Donc, les relations de commutation viennent du fait que bon, il faut les vérifier, mais en gros, ça va être soit 0, soit identité. Il n'y a pas vraiment de place pour que ça ne commute pas, d'une certaine façon. Alors, les modules injectifs, c'est des modules, c'est essentiellement la même chose dans le sens, c'est-à-dire qu'on va bon, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, là, on met des projectifs, on met des espaces vectoriels sur les Y plus petits, et injectifs, on met des espaces vectoriels non nuls sur les Y plus grands. Donc, c'est la même idée, mais de l'autre pour le possède dual, enfin pour l'ordre opposé. Alors, plus généralement, ces trois constructions, on peut les voir comme... on peut faire d'autres représentations assez facilement. Donc, une façon, c'est de prendre un intervalle, donc deux éléments x comparables x plus petit que y, et de mettre une copie d'un espace de dimension 1 sur tous les éléments de l'intervalle, 0 en dehors. Ou alors de prendre plus généralement ce qu'on appelle un ensemble convexe. Alors, un ensemble convexe, c'est un ensemble tel que si j'ai deux éléments, alors j'ai tous les éléments qui sont entre les deux dans cet ensemble. Donc, si K contient X et Y avec X plus petit que Y, alors K contient tous les éléments entre X et Y. Et dans ce cas-là, on peut faire la même construction, mettre un espace de dimension 1 sur l'ensemble de K et 0 ailleurs. Et la probabilité de convexité va permettre de montrer que ça commute bien comme il faut.
Voilà, donc c'est quelques exemples de représentations. Alors, c'est des représentations assez simples. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en général, on peut faire des représentations beaucoup plus compliquées et il va effectivement y avoir des représentations beaucoup plus compliquées pour les autres partiels. Alors, quelques remarques. Donc, chaque représentation s'écrit uniquement comme une somme directe de représentations qu'on ne peut pas écrire comme somme directe, une représentation indécomposable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de Krull-Schmitt. Donc, c'est une sorte de découpage en blocs. Hein. On peut découper en blocs qu'on ne peut plus découper. Bon, ça, c'est une chose assez claire. Et ensuite, en général, si on regarde les classes d'isomorphisme de représentation de modules indécomposables, il y en a une infinité. Et en général, on ne peut même pas espérer comprendre cette infinité parce que le problème de classification est ce qu'on appelle sauvage en théorie des représentations. Donc, il peut y avoir plusieurs paramètres continus. Enfin, voilà, même pour des ordres partiels relativement simples. Donc, si vous prenez juste un ordre partiel en forme d'étoile, donc juste un minimum et puis 5 éléments qui sont juste plus petits que plus grand que ce minimum, on est déjà dans une situation de ce type-là avec un nombre fini d'indécomposables et un problème inclassifiable pour les indécomposables. Alors, les modules irréductibles, en fait, c'est très... Oui, donc irréductible, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sous-module propre et différent du module et de lui-même. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on obtient, c'est très facile, c'est juste ces modules-là, c'est les modules simples. Donc, la classification des modules irréductibles est très facile. Mais en général, il y a beaucoup, beaucoup d'indécomposés. Alors, d'où vient la possibilité des paramètres continus? Alors, bon, l'exemple prototypique, c'est on prend un poset, enfin, je sors un peu des possets, mais si on regarde le problème d'avoir quatre droites, dans C2, enfin quatre inclusions de C dans C2, et ben, on a beau faire des changements de base sur C2, il y a toujours un paramètre qui reste parce qu'on ne peut pas normaliser les quatre droites parce qu'il y a le birapport qui reste. Le birapport est un invariant de quatre configurations, une configuration de quatre droites dans C2. Et donc, c'est le premier exemple de paramètre continu. Et c'est vraiment, d'une certaine façon, c'est vraiment un poset. Si on prend un poset avec un minimum et quatre éléments plus grands que ce minimum, on a vraiment cet exemple-là. C'est une situation où apparaît déjà une famille à un paramètre. Donc, bon. Voilà, c'est... Bon, je sais. Alors, pourquoi... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je surveille le chat. Voilà, très concrètement, juste pour enfoncer les clous, hein, j'ai déjà expliqué, mais c'est un exemple vraiment explicite. Donc, on prend ce poset-là et on va mettre une copie de Q sur chaque sommet rouge, 0 sur les deux sommets qui sont restés blancs. On va mettre l'identité sur les deux flèches qui relient les deux sommets rouges. Et puis, l'application linéaire nulle sur les trois flèches qui ne sont pas comme ça. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple assez concret de représentation. Alors, pourquoi j'espère que je vous ai convaincu que c'est quand même une représentation d'un poset est quand même quelque chose d'assez concret. C'est vraiment, d'une certaine façon, on se donne une dimension pour chaque sommet et puis des matrices pour chaque flèche. Et donc, c'est quelque chose qui se prête assez bien aux questions algorithmiques. Alors, je vais vous parler un tout petit peu d'algèbre homologique et de catégories dérivées. Évidemment, je n'ai pas le temps d'y
d'être très détaillé dans ce que je vais dire, donc ça risque d'être un peu rapide. Si vous n'avez pas au moins un peu de familiarité avec ça, je vais essayer d'expliquer, mais il va rester des boîtes noires. Donc, d'abord, j'ai besoin de la hauteur d'un poset. Donc, la hauteur d'un poset, c'est simplement la longueur de la plus longue chaîne maximale. Donc, la plus longue suite de strictement croissante d'éléments du poset. Donc, c'est vraiment, en quelque sorte, une sorte de diamètre pour les posets. Voilà, c'est la distance maximum entre deux éléments comparables. Et la proposition, donc ce qu'on fait en algèbre homologique, c'est qu'on aime bien faire des résolutions projectives. Donc, une résolution projective, c'est un complexe de chaînes de modules qui sont des modules projectifs et dont l'homologie est nulle presque partout, sauf au bout du complexe de chaînes où l'homologie, c'est la représentation qu'on cherche. Je me suis trompé, donc là, ça devrait être M. D'accord, bon. Donc l'homologie, c'est M en 1 degré au bout du complexe de chaîne et c'est 0 partout ailleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une résolution projective. Et en fait, on peut montrer que dans un poset, il y a toujours une résolution projective de longueur O plus la hauteur du poset. Et la preuve n'est pas compliquée, c'est simplement parce qu'on peut, on peut petit à petit... Alors, ce qu'on appelle le support du module, c'est l'endroit où les espaces vectoriels sont non nuls dans cette représentation. Et donc, petit à petit, on peut faire diminuer le support du module jusqu'à ce qu'il devienne vide. Et donc, on peut montrer comme ça que on peut toujours trouver une résolution projective de longueur O plus H. Donc, il faut savoir qu'il existe des algèbres où les résolutions projectives, il n'y a pas toujours de résolution projective finie. Donc là, on est dans une situation assez gentille où les résolutions projectives sont finies et même on contrôle la longueur maximale des résolutions projectives. Donc, en particulier, ceci est vraiment constructif, c'est-à-dire qu'on peut donner un algorithme raisonnable pour trouver une résolution projective de n'importe quelle représentation. Alors, un petit exemple. Alors, c'est pas très facile avec... j'ai pas de tablette ou quoi que ce soit, donc... bon, je peux essayer de faire un exemple, ça risque d'être... Donc, si on prend le poset avec juste deux éléments, comme ça, et si je mets... alors, si je mets un espace de dimension 1 des deux côtés, donc... alors, dans ce cas, le support, c'est les deux sommets. Et donc, alors, les modules projectifs, il faut que je réfléchisse. Donc, les modules projectifs, ils consistent à choisir un sommet et à suivre les flèches. Donc là, on va prendre, pour commencer la résolution, on va prendre ce sommet-là et on va prendre, en fait, ce module est... Bon. Donc, on va prendre le projectif associé à ce sommet-là pour commencer la résolution. Et donc, on va faire un morphisme depuis le projectif. Alors, il faudrait que je donne un nom aux deux. Bon, j'ai peur que ça ne soit pas terrible. Hein. C'est pas facile de faire des dessins. Donc, en tout cas, ici, on va mettre le projectif P2. Voilà. Donc c'est-à-dire le projectif qui est déterminé par le sommet en bas. Et dans cette situation, en fait, il se trouve que c'est un isomorphisme. Donc, la résolution projective, c'est pas forcément un très bon exemple, mais le P2, en fait, c'est exactement le même module. Donc, la résolution projective s'arrête ici parce que le noyau ici, pour continuer
pour continuer la résolution, il faudrait chercher une couverture projective du noyau, et ici, le noyau, c'est en fait 0. Bon, je n'ai pas prévu, effectivement, j'aurais dû prévoir un exemple dans mes transparents, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais difficilement faire mieux que ça. Donc, vraiment, enfin, peut-être que je peux expliquer un peu. Donc, un module, voilà, c'est le diagramme de Haas qui est décoré par des espaces vectoriels. Et donc, l'idée de la résolution projective, c'est petit à petit de peler, de peler ce module en mettant des zéros dans les sommets d'en bas, et puis ensuite en remontant petit à petit dans le possède. Bon, désolé de ne pas pouvoir mieux faire. Alors effectivement, si ici j'avais mis 2 espaces de dimensions différentes, donc si j'avais mis mettons, Q puissance A et Q puissance B dans les 2 espaces, alors donc ça, je peux peut-être expliquer ça, effectivement. Donc si j'avais mis A et B, l'espace de dimension A et B, et une matrice de Q puissance A, donc, alors si je mets la multiplication par 2, en fait, ça reste un morphisme, c'est le même module, c'est-à-dire que c'est parce que en fait, ça va être P2, mais le morphisme de P2 dans le truc qu'on multiplie par 2, il va y avoir une des 2 flèches qui va être la multiplication par 2. Et voilà. Donc, bon. En fait, voilà, bon, j'ai plutôt envie de vous faire considérer ça comme une sorte de boîte noire, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça reste assez algorithmique, c'est-à-dire qu'il y a des implémentations de ce genre de calcul, de résolution projective, qui sont disponibles dans un package, un pactage de GAP qui s'appelle App. Et un autre mot, c'est que les résolutions projectives ne sont pas uniques, hein. Quand on fait cette procédure, d'une certaine façon, il y a des choix, mais elles sont uniques à homotopie près. Donc, il y a toujours un morphisme entre 2 résolutions projectives, et ce morphisme est une équivalence d'homotopie. Et donc, ce que fait la résolution projective, c'est qu'elle associe à chaque module un élément de la catégorie dérivée bornée. Donc, je vais noter dB de P. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie? Alors, c'est évidemment un peu rapide. Donc, on prend les complexes de chaînes de modules projectifs. Alors, on prend des complexes bornés, donc c'est avec un nombre fini de composantes non nulles dans le complexe de chaîne. Et on prend la catégorie homotopique, c'est-à-dire qu'on prend on dit que les équivalences d'homotopie sont des isomorphismes, et donc, bon, on dit que les morphismes homotopes à 0 sont nuls, une autre façon de penser. Et donc, c'est une catégorie qui est construite à partir de la catégorie des complexes de chaîne, mais où les objets qui sont équivalents par homotopie sont isomorphes. Et en particulier, si on a un module sur le poset, eh ben, on peut bien lui définir un élément de la catégorie dérivée des modules sur le poset. Et voilà, c'est bien défini. Alors, je n'ai pas vraiment le temps, je n'ai pas prévu de donner des exemples, de faire quoi que ce soit de plus détaillé sur la catégorie dérivée. Je vous demande de prendre ça comme une boîte noire, c'est-à-dire qu'à chaque ordre partiel, alors j'ai expliqué un peu en détail comment on associait la catégorie de module, mais en fait, on peut lui associer cette autre catégorie qui s'appelle, que je note DBP, qui est la catégorie dérivée de la catégorie de module. Alors, c'est plus compliqué parce que c'est plus une catégorie abélienne, c'est ce qu'on appelle une catégorie triangulée. Donc, voilà. Prenez-le comme une boîte noire.
Vous pouvez y penser, si vous voulez, comme une catégorie, comme une sorte de version simplifiée, en un certain sens, de la catégorie de module. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que c'est aussi, ça reste quand même algorithmique, c'est-à-dire on peut calculer dans cette catégorie dérivée. C'est plus compliqué, mais ça reste algorithmique. Alors, oui, donc classiquement, il y a deux descriptions de la catégorie dérivée. Donc là, j'ai choisi une des deux descriptions, qui n'est peut-être pas la plus connue. Donc, l'autre description, si on prend tous les modules, tous les complexes de chaîne avec n'importe quel module dans les complexes de chaîne, et on inverse les quasi-isomorphismes. Et c'est équivalent à ce que j'ai dit, c'est-à-dire à ne prendre que des complexes. Donc, soit on prend les complexes de chaîne avec n'importe quel module et on inverse les quasi-iso, soit on prend les complexes de chaîne de projectifs et on inverse les homotopies. C'est deux descriptions de la même chose. Voilà, donc vous pouvez très bien prendre ça comme une boîte noire. Je veux dire, j'en ai parlé un peu, mais je vais pas vraiment m'en servir. Donc, mais ce que je veux en faire, c'est de dire qu'en fait, je vais m'en servir comme un invariant des possèdes. Donc, à chaque ordre partiel, on peut lui associer ces catégories dérivées. Bon, c'est un objet qui est peut-être un peu compliqué, pas très simple, mais qui est bien défini. Et donc, ça aboutit à cette définition-là, qui est vraiment, d'une certaine façon, le cœur de ce que je veux expliquer aujourd'hui. Donc, si on a deux possèdes, on va dire que P est dérivé équivalent à Q. Alors, pour être exact, il faudrait dire dérivé équivalent à Q sur l'anneau R, mais bon, je me permets d'abuser un peu. Et on va noter ça P dérivé équivalent à Q. Si les catégories dérivées bornées de P et Q sur cet anneau R choisi sont équivalentes en tant que catégorie triangulée. Donc c'est la bonne notion d'équivalence pour les catégories dérivées. Alors voilà, donc c'est une relation. C'est pas trivial, c'est-à-dire il y a des possèdes vraiment, il y a des ordres partiels vraiment très différents qui vont être dérivés équivalents. Mais le truc, c'est que décider si on se donne deux possèdes, décider si cette relation d'équivalence est vraie ou pas, c'est difficile. C'est un problème difficile en général. Alors, si on souhaite montrer que ce n'est pas le cas, que deux possèdes ne sont pas dérivés équivalents, une façon de faire, c'est de trouver des invariants numériques ou polynomiaux qui ne dépendent que de la catégorie dérivée et qui sont différents. Donc ça, si on dispose de choses comme ça, on va pouvoir montrer que des ordres partiels ne sont pas dérivés équivalents. Donc on a besoin d'invariants qui ne dépendent que de la catégorie dérivée, mais qui sont quand même calculables et suffisamment puissants pour distinguer les ordres partiels. Alors, par contre, pour montrer que des ordres partiels sont équivalents, et c'est là que c'est plus compliqué. C'est là que c'est plus compliqué. Donc, on doit montrer qu'on doit trouver ce qu'on appelle un complexe basculant. Et qu'est-ce que c'est qu'un complexe basculant? Alors, je ne vais pas non plus définir ça de manière correcte. Donc, essentiellement, c'est un objet de la catégorie dérivée bornée de P, dont les endomorphismes, en fait, sont essentiellement l'algèbre d'incidence de Q. Et on peut y penser comme une manière d'y penser, c'est comme une incarnation de l'algèbre d'incidence de Q, ou de son diagramme de Haas, si vous voulez, dans la catégorie des modules sur P, ou des complexes de chaînes de modules sur P. Donc, et ça, c'est vraiment difficile, parce que c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, chercher parmi tous les modules sur P, alors j'ai expliqué qu'il y en avait souvent une infinité, et que c'était très compliqué de les classifier. Chercher un module qui ressemble à Q, c'est compliqué. Donc ça, c'est ce que je disais là. Donc trouver un complexe basculant, c'est
C'est souvent très difficile et vraiment, c'est chercher un chemin de P à Q en marchant au hasard dans un espace hyperbolique. Donc, on a beaucoup trop de possibilités pour trouver facilement un complexe bascule. Alors, une autre façon de chercher une équivalence, c'est de trouver directement des foncteurs qui donnent des foncteurs de dB de P vers dB de Q qui donnent cette équivalence. Et ça, c'est pas facile non plus, à moins d'avoir déjà une idée de la réponse. Voilà, donc décider si deux possèdes sont équivalents du point de vue dérivé, sont dérivés équivalents, c'est pas facile. C'est un peu plus facile de montrer parfois qu'ils ne sont pas dérivés équivalents. Alors, des exemples. Je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais voilà quand même quelques exemples. Donc, si P et Q sont deux diagrammes de Hasse qui, en fait, sont des arbres. Donc, le graphe non orienté sous-jacent est un arbre. Et s'ils sont juste différents par les orientations d'un même arbre, alors on peut voir ça comme des diagrammes de Hasse, et les ondes partielles sont alors dérivés équivalents. Donc, si vous prenez n'importe quel arbre, vous choisissez n'importe quelle paire d'orientation de cet arbre, les deux ondes partielles associées sont dérivés équivalents. Et là, ça se fait par le biais de ce qu'on appelle les foncteurs de réflexion de Bernstein-Gelfand-Ponomarev. Donc, c'est un exemple qui est en fait un exemple qui parle de Carquois. Donc, c'est vraiment des possèdes assez spécifiques. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Donc, si vous prenez, je ne sais pas, le zigzag, le possède dans le diagramme de Hasse est en forme de zigzag comme ça, et ben, il va être dérivé équivalent au possède en forme de juste d'une chaîne. Parce que c'est juste deux orientations de l'arbre en forme de chaîne. Alors, un autre exemple que j'aime bien, qui est très amusant d'une certaine façon, donc si on prend un ordre partiel qui a un unique élément maximal, alors on va définir un nouvel ordre partiel, on enlève cet élément maximal et on le met comme élément minimal. On le rajoute comme. Donc on enlève un élément qui est l'unique maximal et on le rajoute comme unique minimal. Alors on obtient deux possèdes qui sont vraiment pas isomorphes en général. Et alors, les deux ordres partiels sont dérivés équivalents. Donc, c'est un résultat de Ceffi-Latkani. Donc, par exemple, le pentagone que j'avais au début, eh ben, on peut le. Non, je pense que j'ai prévu d'en parler après. Donc, cette construction très simple est un cas particulier d'une construction beaucoup plus générale qui s'appelle le flip-flop, qui a été aussi introduite par Latkani, et qui permet en quelque sorte de faire des, si on a deux possèdes, on peut construire un ordre partiel où P est plus grand que Q et un autre ordre partiel où P est plus petit que Q. Et en fait, ces deux constructions vont être dérivées équivalentes. Donc ça permet souvent de prendre un gros morceau au fond d'un possède et de le faire passer au sommet. Donc là, on a fait ça pour un tout petit morceau qui était un unique élément. Mais il y a une construction qui permet de le faire. Alors voilà, j'avais prévu un exemple. Donc, rappelez-vous du pentagone, du pentagone, du possède P en forme de pentagone que j'ai utilisé comme exemple tout au long. Donc, dans ce possède, si j'applique cette construction de supprimer le max et de le rajouter en bas, j'obtiens ce diagramme de Hasse ici. Et alors, les deux sont dérivés équivalents. D'après le résultat que j'ai expliqué juste avant. Donc, vous voyez que l'équivalence dérivée, c'est quelque chose qui est moins, enfin, qui est plus grossier que l'isomorphisme. Il y a vraiment des possèdes non isomorphes qui sont dérivés équivalents. Donc, c'est une relation d'équivalence pas du tout triviale. Voilà. Alors, je vais. Oui. Bon. Donc, voici juste un transparent sur quelques invariants très simples qu'on peut associer aux ordres partiels. Alors, il y a juste quelques.
Bon, le cardinal de l'ordre partiel, c'est évidemment un invariant. Alors, ensuite, un polynôme en deux variables que j'ai utilisé ici, petit a et petit b. Donc, c'est simplement, on fait la somme sur les éléments de l'ordre partiel de a puissance le nombre de flèches entrantes en ce sommet, b puissance le nombre de flèches sortantes en ce sommet dans le diagramme de Hasse. Donc, c'est une sorte de polynôme qui se rappelle juste des valences des sommets. Un polynôme en deux variables, donc c'est quand même une information, il y a quand même pas mal d'informations dont on se rappelle. Ensuite, il y a le nombre d'intervalles, donc le nombre de paires d'éléments comparables. Et ça, je vous rappelle que c'est la dimension de l'algèbre d'incidence aussi. Et enfin, ce qu'on appelle le polynôme zeta de l'ordre partiel. Alors, c'est un polynôme en la variable k. Et l'évaluation en k donne le nombre de k chaînes pour tous les anti-k positifs ou nuls. Donc, c'est des invariants très classiques. Le petit b est peut-être pas si classique, mais tout ça, c'est quand même relativement classique sur les ordres partiels. L'avantage de ces invariants, c'est qu'ils sont multiplicatifs. Donc, si on a un produit cartésien d'ordre partiel, eh ben, ces invariants se multiplient. Et en particulier, ça permet de détecter, de montrer que parfois, un ordre partiel n'est pas un produit cartésien de possède plus petit. Il suffit de montrer qu'un de ces quatre invariants ne se factorise pas. Alors malheureusement, le seul invariant parmi ces quatre qui soit invariant aussi par équivalence dérivée, c'est juste le cardinal. Donc ça ne va pas aller très loin. Donc j'aurais dû le dire avant, mais si on a deux possèdes qui sont dérivés équivalents, alors en fait, ils ont le même cardinal. Donc ça vient du fait que le nombre d'objets irréductibles dans la catégorie, c'est le nombre de sommets du possède. Donc voilà, le cardinal du possède, oui, j'aurais dû en parler, mais le cardinal du possède est un invariant. Donc on ne peut pas avoir d'équivalence dérivée entre deux possèdes de taille différente. Alors la taille, c'est pas très fin, comme on voudrait des invariants plus fins. Donc on voudrait quelque chose qui soit un invariant qui ne dépende que de la catégorie dérivée, qui soit un invariant de l'équivalence dérivée, qui contienne plus d'informations. C'est ça que je veux expliquer maintenant. Xavier, est-ce que j'ai répondu à ta question que tu n'as pas posée? Alors voilà, donc on veut des invariants plus fins, et pour ça, on va être un peu plus subtil. Donc, je reviens. Alors, vous vous rappelez, j'espère, de la matrice M qui encode le possède, donc qui contient simplement 1 ou 0 selon que X est plus petit que Y ou pas. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et maintenant, je vais définir la matrice de Coxeter. Alors, la matrice de Coxeter, elle est donnée par cette formule un peu bizarre. Donc, c'est moins. Alors, il y a un moins. Bon, le moins, il est un peu là pour faire joli, mais enfin bon. Donc, c'est le produit de MP par l'inverse de la transposée de la matrice M. Alors, c'est aussi la transposée de l'inverse. Et si on regarde juste ces côtés-là, en fait, c'est la transposée. Alors, je vous rappelle que l'inverse de la matrice M, c'est la matrice de Möbius, qui contient les nombres de Möbius. Et donc, cette moitié-là, c'est la transposée de la matrice de Möbius. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, on fait une matrice, voilà, c'est une sorte de recette de cuisine pour l'instant. Donc, on prend la matrice du possède, on prend la matrice de Möbius, on transpose la matrice de Möbius et on fait le produit de ces deux choses-là et on multiplie par moins 1. Alors, je vous expliquerai peut-être plus loin pourquoi on fait ça. Mais le cœur du truc, c'est que cette matrice-là a changement de base sur Z près, donc a une conjugaison par une matrice inversible sur Z près, ne dépend que de la catégorie dérivée du possède. Donc ça, c'est un invariant assez puissant. C'est un invariant concret, au sens où c'est une matrice. Ce n'est pas une catégorie dérivée, un truc peut-être très compliqué à imaginer, mais là, c'est une matrice carrée de taille le cardinal du possède, avec des entiers qui sont des entrées qui sont des entiers. C'est un invariant de la catégorie dérivée. Alors le problème, c'est que c'est pas facile, c'est pas clair algorithmiquement comment vérifier si deux matrices sont conjuguées sur les entiers. Donc c'est pas encore très très facile
de savoir si cette information nous dit que les possèdes sont dérivés équivalents ou pas. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe au polynôme caractéristique. Et donc, ce que j'appelle le polynôme de Coxeter, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice de Coxeter. Et du coup, voilà, donc on a associé à chaque ordre partiel un polynôme en une variable, qui est le polynôme caractéristique de cette matrice de Coxeter, et qui est un invariant dérivé, donc qui ne dépend que de la classe d'équivalence dérivée de l'ordre partiel. Et c'est un invariant qui est très calculable. Donc voilà ci-dessous une illustration sur le possède en forme de pentagone. Donc la transformation de Coxeter, ce que j'ai appelé la matrice de Coxeter ici. Donc c'est une matrice qui est écrite ici. C'est une matrice qui n'est plus triangulaire supérieure ni inférieure, qui est une matrice qui reste relativement creuse, mais qui a pour taille la taille du possède et qui a des coefficients un peu partout. Et son polynôme caractéristique, qui ici vaut x5 plus x4 plus x plus 1. Et, et donc, la ligne d'en dessous, ben, j'ai P, c'est le possède en forme de pentagone, Q, c'est le possède en forme d'arbre obtenu en passant le minimum, le maximum en un minimum. Et je vous ai expliqué qu'ils étaient dérivés équivalents. Et donc, effectivement, on constate que, on vérifie bien que le polynôme de Coxeter de ces deux possèdes est le même. Voilà, donc nous avons maintenant, avec cette construction, on dispose quand même d'un invariant des classes d'équivalence dérivée. Donc, si les polynômes de Coxeter sont différents, on va être certain que les ordres partiels ne sont pas dérivés équivalents. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment le truc central de l'exposé. Bon, j'attends un peu pour les questions. OK. Alors, interprétation combinatoire pour les vecteurs propres. Alors, les vecteurs propres de ce truc-là, non, je dirais que non. C'est-à-dire que on aurait aimé les interpréter en termes de théorie des représentations, mais en fait, souvent les valeurs propres sont... Oui, bon, le fait qu'ils ne soient pas définis à conjugaison près, c'est un point, mais ces matrices peuvent avoir des valeurs propres très compliquées, et donc avec des coefficients algébriques un peu quelconques, et donc les vecteurs propres aussi vont être compliqués. Il n'y a souvent pas de vecteurs propres simples. Alors, je passe à la suite. Donc, quelques commentaires. Donc, alors évidemment, c'est un invariant qui n'est pas mauvais. Donc, c'est un invariant qui est relativement fin, mais ce n'est pas un invariant complet, malheureusement. Donc, en particulier, si on a l'égalité des polynômes de Coxeter juste entre deux possèdes, on peut espérer qu'ils sont dérivés équivalents, mais c'est parfois faux. Donc, il y a des contre-exemples, et en fait, il y a sûrement beaucoup de contre-exemples. Donc, c'est un invariant qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas complet. Alors c'est quand même un invariant qui n'est pas mauvais, en particulier si on a des familles de possèdes, si on a deux familles d'ordre partiel, et que pour chaque élément de la famille, on constate en quelque sorte une égalité entre les polynômes caractéristiques, là on est quand même en droit de se dire il se passe quelque chose. Ce n'est pas juste une coïncidence. Si on a des égalités en famille, c'est quand même un indice très fort pour l'existence d'équivalence dérivée. Alors un exemple qui est encore conjectural, donc j'ai une stratégie pour montrer cet exemple, mais il reste conjectural. Donc, c'est la famille ce qu'on appelle les treillis de Tamari. Alors, les treillis de Tamari, les éléments sont des ordres binaires, des arbres binaires plans. Et la relation d'ordre, elle est induite par ce qu'on appelle la rotation des arbres plans. Bon. Je ne vais pas beaucoup détailler comment marche cet ordre partiel, mais c'est un ordre partiel sur les arbres binaires avec la rotation. Bon, c'est célèbre. Et l'autre famille d'ordre partiel, c'est les chemins de Dicke de longueur n. Et simplement, la relation d'ordre partiel, c'est l'inclusion des chemins de Dicke. C'est un chemin de Dicke qui est complètement sous un autre chemin de Dicke. Et quand on regarde ces deux familles, ben, elles sont indexées par les entiers. Donc, il y a un possède pour chaque entier. Et à chaque fois, on constate que
on constate que les polynômes de Coxeter sont égaux. Et donc là, vraiment, on s'attend très fortement à ce qu'il y ait une équivalence dérivée qui soit vraie tout le temps pour cette famille. Voilà, donc c'est un exemple, une famille d'exemples vraiment non trivial où on espère une équivalence dérivée. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme pour décider l'équivalence dérivée et je soupçonne que ça pourrait être un problème indécidable. Parce qu'en fait, quand on a un poset, il va avoir beaucoup de posets qui sont dérivés équivalents. Alors, est-ce qu'il y a des exemples où deux posets sont dérivés équivalents sur Q mais pas sur Z? Ah, alors ça, c'est une question assez subtile. Donc, j'ai expliqué que l'équivalence dérivée dépendait d'un anneau. Alors, en fait, on s'intéresse le plus souvent à une équivalence dérivée universelle et une équivalence dérivée sur tous les anneaux. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que ça compliquait un peu le discours. Ouais, c'est ça, c'est une équivalence dérivée sur le corps à un élément ou sur le spectre transfert ou sur je ne sais pas quoi. Mais donc l'idée, c'est de construire des équivalences dérivées qui marcheront quel que soit l'anneau. On peut espérer faire ça. C'est-à-dire que quand on montre que des possèdes sont dérivés équivalents, on essaye le plus souvent d'avoir des équivalences dérivées qui marchent pour tous les anneaux. Voilà, donc pour revenir, il n'y a pas d'algorithme, mais c'est peut-être indécidable, donc voilà, c'est pas très bien parti pour trouver un algorithme qui marche tout le temps. Alors on a quand même une sorte de stratégie une stratégie un peu artisanale, on va dire, de comment montrer que si on a deux ordres partiels dont on soupçonne qu'ils sont dérivés équivalents, comment essayer de montrer qu'ils le sont. Donc la première étape, c'est de trouver une matrice qui conjugue les matrices de Coxeter, une matrice à coefficient entier. Donc on s'attend à ce que c'est nécessaire que les matrices de Coxeter soient conjuguées sur Z. Et donc la première étape, c'est vraiment de trouver une matrice qui conjugue ces matrices de Coxeter sur Z. Et on va la chercher avec des entrées petites. Donc on va la chercher la plus simple possible. Alors, donc là, une technique, c'est de regarder sur les corps finis, sur quelques corps finis, et puis ensuite de faire du reste chinois pour avoir une matrice qui conjugue sur Z, donc qui soit la plus petite, qui soit la plus simple possible. Alors ça c'est vraiment, il y a vraiment une partie d'artisanat dans cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Qu'est-ce que ça veut dire bon. Et alors, une fois qu'on a trouvé quelques-unes de ces matrices, alors on cherche celles qui ont l'air le plus sympathiques, le plus jolies, et on essaie de voir, et on essaie de deviner à partir de cette matrice de conjugaison un complexe basculant. Alors en fait, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que le complexe basculant, donc c'est un complexe de chaînes, et en particulier, on peut lui associer un ensemble de vecteurs. Et donc, en fait, on peut lui associer, à chaque complexe basculant, on peut associer une matrice. Et voilà. Donc, si on a la matrice, on peut plus ou moins facilement, c'est pas toujours évident, on peut redeviner les complexes basculants. Donc, voilà. Donc là c'est quelque chose qui demande une sorte d'expertise. J'arrive à faire ça un peu. Il y a des gens, dont Latkani, qui sont des experts, qui sont capables de faire ça avec beaucoup de maestrie. Hein, voilà. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'artisanat. Malheureusement, on n'a pas grand-chose de mieux comme stratégie. Quelques commentaires sur le côté algorithmique, implémentation, complexité. Alors, j'ai pas grand-chose de très pertinent à dire, mais donc le polynôme Coxeter, j'ai réécrit la formule. Donc, c'est un produit de matrice. La matrice de Coxeter, pardon, c'est un produit de matrice. Donc, on a la matrice M qui est triangulaire. Inverse pour la matrice de Möbius, c'est une inversion de matrice triangulaire. Ensuite, on a une transposition. Tout ça est relativement facile. Il y a un produit de matrice. Donc là, quand le possède se met à devenir relativement gros, le produit de matrice lui-même prend un peu du temps.
Mais l'étape qui est actuellement limitante dans les calculs que j'arrive à faire, c'est l'étape du polynôme caractéristique. Donc, nous avons une matrice C qui n'est pas triangulaire, supérieure ou inférieure, et on veut son polynôme caractéristique. Donc, dans une certaine mesure, l'implémentation de tout ça dans Sage prend un temps raisonnable, je dirais de l'ordre de quelques minutes, ou peut-être au plus 10 minutes. Je dirais, bon, quelques minutes pour la taille au plus 2000. Mais dès qu'on fait des choses plus gros, des possèdes plus gros, c'est trop long. Alors, il se trouve que Magma est un algorithme assez miraculeux extrêmement rapide pour calculer les polynômes caractéristiques de matrices sur Z. Je pense que c'est un algorithme p-adique, mais évidemment, l'algorithme est caché dans le code de Magma. On peut aller jusqu'à la taille 3000 ou 4000. Donc, vraiment, l'étape de calcul des polynômes caractéristiques est l'étape bloquante dans ce calcul de l'invariant qui est le polynôme de Coxeter. Donc, je ne connais pas, à ma connaissance, personne n'a fait d'implémentation de bas niveau optimisée de ce calcul du polynôme de Coxeter. J'aimerais bien avoir quelque chose qui soit le plus efficace possible. Et donc, le polynôme de Coxeter, il est disponible en Sage, il est aussi disponible en Macaulay 2. Je pense qu'il est, peut-être, j'aurais dû marquer, il est aussi disponible en GAP. Et par contre, les packages sur les possets de Maple et Mathematica n'ont pas cette fonction-là. Donc voilà, c'était... Alors, y a-t-il des récurrences sur les CP en graduant par la taille du possède? Alors malheureusement, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de moyen de faire une récurrence directe. Alors par exemple, pour des sous-classes de possède, pour les possèdes qui sont des arbres, il y a effectivement des techniques de calcul de ce polynôme par des formules de récurrence. On pourrait imaginer effectivement de calculer CP avec des techniques du style diviser pour conquérir, hein, de se ramener à des possèdes plus petits. À ma connaissance, je ne connais pas d'algorithme qui soit de ce type et qui soit plus efficace que cet algorithme relativement naïf. Qu'est-ce que c'est que la suite? Alors, le calcul mode P. Le calcul mode P, qu'est-ce qu'on... le calcul de CP mode P, oui, bon, le produit matriciel sera plus rapide certainement que celui sur Z. Et après, on est réduit au problème de ça. Enfin, utiliser la matrice de Coxeter mode P comme un invariant, il faudrait pouvoir décider de... Ah. Là, je ne suis pas très sûr de qu'est-ce que ça veut dire mode P pour le polynôme caractéristique. Pour moi, je ne suis pas très au point sur les techniques de calcul du polynôme caractéristique. Donc, faire une sorte de... Je ne sais pas si on peut faire une sorte de théorème chinois pour les polynômes caractéristiques. Ça me paraît... je ne suis pas sûr que ça marche. Mais vous êtes des experts, au moins certains d'entre vous doivent connaître ça très bien. Donc je ne sais pas. Ok, bon, je suis preneur de toute idée de faire ça efficacement. Alors, bon, j'ai encore quelques transparents, j'ai encore quelques minutes pour parler de quelques transparents. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est découper en blocs élémentaires. Donc, il se pose... Oui, oui, la valeur... Bon. Alors, bon. Donc, il se pose la question de quand est-ce qu'un ordre partiel peut se factoriser. Alors, on pouvait le factoriser comme produit cartésien, alors ça n'arrivait pas très souvent.
Mais il se trouve que factoriser au sens dérivé, c'est-à-dire est-ce qu'un possède, donc si un ordre partiel est un produit, alors les catégories de modules et les catégories dérivées sont elles-mêmes des produits cartésiens de catégories. Et à ce moment-là, la matrice de Coxeter est un produit tensoriel. D'accord? Si j'ai un possède qui est un produit cartésien, la matrice de Coxeter elle-même est un produit tensoriel des matrices de Coxeter de P et de Q. Et donc on peut se demander, est-ce qu'on peut reconnaître d'une certaine façon, est-ce qu'un possède peut être dérivé équivalent à un produit cartésien? Alors évidemment, on aimerait pouvoir le faire au niveau du polynôme de Coxeter, donc du polynôme caractéristique. Et on a besoin de savoir, est-ce qu'un polynôme caractéristique, est-ce qu'un polynôme est un polynôme caractéristique d'un produit tensoriel de matrice? Et là, c'est pas clair pour moi si on sait faire ça. Donc, bon, la discussion continue sur les polynômes caractéristiques. Donc là, en fait, si on a le polynôme caractéristique d'une matrice qui est le produit des Z moins RI et le polynôme caractéristique de l'autre matrice qui est le produit des Z moins R'J, alors le polynôme caractéristique du produit tensoriel de ces deux matrices, c'est le produit sur I et J du Z moins RI R'J. D'accord? Donc, ce qu'on aimerait, c'est savoir si un polynôme s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire si les racines elles-mêmes, l'ensemble des racines est un produit cartésien. Si chaque racine est le produit de deux, voilà, si chaque racine s'écrit comme le produit de RI par R'J pour deux ensembles de complexes. Je ne sais pas du tout si ce genre de factorisation au sens du produit tensoriel a été regardé, et ça serait intéressant de savoir s'il y a des algorithmes pour faire ça. Alors, un algorithme assez naïf, ça serait de factoriser complètement les polynômes de Coxeter et de voir complètement sur les racines. Et évidemment, c'est compliqué de regarder les racines arbitraires. Bon, alors, je vois que mon temps est presque fini. Alors, bon, j'avais prévu un transparent sur d'où vient cette mystérieuse formule pour la matrice de Coxeter. Alors, en fait, elle vient de ce qu'on appelle le foncteur de Coxeter ou le foncteur d'Auslander-Rayton, qui est un foncteur de la catégorie dérivée dans elle-même. Cette notion de la théorie d'Auslander-Rayton qui définit ce foncteur d'Auslander-Rayton est un outil central de la théorie de représentation des algèbres associatives. C'est un objet qui est relativement concret, au moins au niveau des objets, puisqu'il envoie un module projectif sur le module injectif indécomposable, décalé d'un cran. Et en particulier, ce foncteur de Coxeter, donc c'est quelque chose qui explique la matrice de Coxeter au sens où le foncteur agit linéairement sur le groupe de Grothendieck de la catégorie dB de P, et donc c'est la matrice de ce foncteur et la matrice de Coxeter. Donc là, c'est évidemment assez rapide, d'autant plus que mon temps est presque épuisé, et voilà, cette formule pour la matrice de Coxeter ne sort pas de nulle part, elle sort en un certain sens de la théorie d'Auslander-Rayton, qui est très centrale en théorie des représentations. Voilà. C'est ça qui justifie les équivalences dérivées, d'une certaine façon. Et j'avais prévu de parler d'autre chose. Je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas vraiment le temps de dire grand-chose. Bon, je vais peut-être passer là-dessus. Donc, ouais, voilà, je passe sur ce que je voulais dire. Donc, j'avais parlé d'une certaine classe d'une sous-classe de possède qui a des propriétés jolies, mais voilà. Alors, pour terminer, donc voilà, une sorte de résumé de tout ça. Donc, il y a beaucoup d'ordres partiels intéressants auxquels on peut essayer de s'intéresser, en particulier du point de vue dérivé. Ce
qui n'est pas très clair dans mon esprit, c'est si les gens ont déjà étudié avec suffisamment d'attention pour avoir des algorithmes optimaux pour tout ce que j'ai expliqué, la fonction de Möbius, la matrice de Möbius, la factorisation, les polynômes de Coxeter. Ce serait intéressant aussi de savoir si on peut avoir des structures fondamentales, des structures de bas niveau qui soient vraiment adaptées et pensées pour travailler avec les POSSET. Je n'ai pas l'impression que ça existe. Et ensuite, l'équivalence dérivée, c'est un problème difficile, mais c'est un problème qui a vraiment, qui peut permettre de relier des choses très différentes. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas vraiment d'implémentation publique de ce que les gens savent, les experts les plus avancés savent faire. Et puis les deux derniers points, bah, c'est ce dont je n'ai pas parlé. Donc voilà. Bon, merci pour votre attention, merci pour tout, et si vous avez des questions. Ouais, ça c'est moi qui demande. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, les questions vont être noyées au milieu des remerciements, éventuellement, je ne sais pas. Oui, alors bon, moi, pendant que tout le monde remercie, j'ai deux mini-questions. Non, bah, du coup, il y a celle de Frédéric. Est-ce qu'il y a des liens avec les fonctions symétriques? Des liens de fonctions symétriques. Pas vraiment, pas à ma connaissance. Donc, le lien que je verrais, c'est qu'on doit pouvoir associer à certains ordres partiels, on peut associer des fonctions symétriques qui sont des invariants, du style la fonction qui énumère des sortes de coloriages, des ordres partiels, des choses comme ça. A priori, ce n'est pas des invariants dérivés. Donc, c'est ça qui me vient à l'esprit. Oui, on numérote arbitrairement, donc c'est ce qu'on appelle une extension linéaire. En fait, c'est juste pour pouvoir vraiment faire des matrices. Donc, si on choisit deux extensions linéaires différentes, on aura des matrices avec des enfin, où les lignes et les colonnes seront permutées, mais bon, ça ne change rien. Donc, ma première question, c'est peut-être des références à nous donner si on veut regarder plus en détail les choses que tu as décrites. Oui, bon. Donc, les références, il y a... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de références au sens où je peux citer un de mes articles ou deux, un article avec Baptiste Rogneux-Rude, par exemple, où on parle un peu de ça en général. On peut aller chercher sur ton site web, en gros. Ouais, bon. Alors, attends, là, il y a une question de Frédéric. Tu attendrais quoi d'une bonne structure de données pour les POSSET? Une structure qui permet de calculer rapidement la fonction de Möbius, qui permet de faire des déduits, de faire le dual, de calculer les divers invariants classiques de manière efficace. Les structures efficaces sur les graphes orientés permettent un peu de faire ça, mais on passe beaucoup par des recherches en profondeur ou des recherches en largeur. Et typiquement, on peut se demander s'il n'y a pas mieux à faire quand on sait que le graphe est acyclique et transitivement réduit. Alors, une autre question sur la factorisation pour produits composés. Oui, donc d'accord, je ne connaissais pas ces références. Alors, le genre de taille qu'on aimerait traiter, alors, donc moi j'arrive à traiter des choses de taille 3000, enfin, à calculer le polynôme de Coxeter pour des choses de taille 3000, 4000. Si on pouvait aller un peu au-delà, ça serait mieux, quoi. Est-ce que Souvent, pourquoi tu as besoin d'aller au-delà? Enfin, qu'est-ce que tu espères voir de plus?
Eh ben, typiquement, j'ai des familles de possets qui sont indexées par les entiers, donc il y a un posset PN pour chaque n, et la taille est souvent exponentielle, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc j'arrive à calculer pour les 5 premiers, et puis pour faire une conjecture, ça serait bien d'avoir le 6e aussi. Et souvent le 6e ou le 7e est trop gros. Donc j'ai des conjectures sur des familles de polynômes, de possets, où je conjecture le polynôme caractéristique, et je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas beaucoup de données. Oui, ma deuxième question, c'était un peu la même que celle de Marie-Françoise. D'après ton abstract, en fait, c'est deux cours qui sont un peu indépendants, c'est ça ce que tu veux me faire? Je pense qu'ils sont vraiment indépendants, hein. Donc oui, c'est assez orthogonal. C'est deux sujets différents. J'ai voulu présenter un petit peu les choses qui m'intéressent, et c'est deux choses différentes. Donc, Deuxième est plus algébrique, peut-être. aujourd'hui, ça va aller demain. Donc demain, je vais parler de séries formelles indexées par des arbres, et des opérations qu'on peut faire avec, et de ce à quoi ça peut servir, et des choses comme ça.